A série Foucault, Deleuze e Derrida, Pensamentos Rebeldes, traz os filósofos Elisabeth Roudinesco, Frédéric Worms, Guillaume Leblanc, Pierre Zawi, além da curadora do módulo Scarlett Martin, para tratar da ótica filosófica introduzida na França a partir dos anos 60 pelos rebeldes. No programa de hoje, Frédéric Worms, diretor do Centro Internacional de Filosofia em Paris, fala de poder, imanência e luto originário. Pour tenter de comprendre ce que les penseurs français, mais peut-être on reviendra dans la discussion sur ce que signifie ici le mot français, mais enfin, ce qui ne veut pas dire que leur pensée est typiquement française, comme le vin ou le fromage, mais il faudra y revenir parce qu'ils sont devenus aussi quelque chose comme une image de la France. Comprendre en tout cas ce que les penseurs français des années 60 nous apportent pour comprendre les enjeux les plus décisifs de notre présent aujourd'hui. Or, je voudrais montrer l'importance de cet apport à partir de 3 hypothèses principales, de 3 points préalables, que je vais exposer dans un instant en guise d'introduction. Développer cet apport donc à partir de 3 hypothèses préalables, mais aussi à partir des 3 auteurs dont il est question, je crois, dans toutes les conférences. 3 auteurs qui sont essentiels, et c'est très important pour moi d'ailleurs qu'il ne s'agisse jamais d'un seul philosophe, mais de plusieurs. Et ces 3 auteurs seront en effet Michel Foucault, Gilles Deleuze et Jacques Derrida. Cette question principale, la question qui à mes yeux définit le moment présent, c'est en effet la question de la vie. Et c'est sur la question de la vie que je voudrais montrer aujourd'hui que Deleuze, Derrida, Foucault nous apportent quelque chose d'essentiel. Or, il y a là quelque chose de surprenant, car en effet, Foucault, Derrida et Deleuze sont plus particulièrement rattachés à ce qu'on pourrait appeler le moment précédent le moment présent, le moment d'avant le moment contemporain en philosophie. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un problème à partir duquel tous les autres problèmes se posent, c'est le problème de la vie ou le problème du vivant. A questão da vida. Les problèmes de la connaissance aujourd'hui passent surtout à travers les sciences du cerveau, peut-être pas à travers la philosophie du cerveau, mais à travers les sciences du cerveau, ce qu'on appelle aussi les sciences cognitives. Les problèmes politiques portent aujourd'hui de façon centrale sur les questions du vivant, à tel point que la protection du vivant, la préservation du vivant, de l'espèce, mais aussi de l'environnement, de la planète, définissent en quelque sorte l'horizon politique d'aujourd'hui. Entre ces 2 extrêmes, de théorie de la connaissance et de philosophie politique, un certain nombre d'autres problèmes, le rapport de l'homme et de l'animal, la persistance de certaines maladies, ou le retour même de certaines maladies que la science ne peut pas toujours guérir, font que la question du vivant est devenue une question centrale aujourd'hui. Nos anos 60, para autores como Foucault, Deleuze e Derrida, a questão científica e política central era a questão do poder político, de seu abuso, de sua violência e da resistência para se opor a ele. La question politique centrale, ça n'était pas la question de la protection de la vie, de la survie, devant des dangers, mais c'était la question du pouvoir politique, de son abus, de sa violence et de la résistance à lui opposer. Mais quelle que soit la façon dont on le définit, ce qui reste, c'est que chaque moment se définit par un problème, et les problèmes changent, c'est même ce qui définit la rupture entre un moment et un autre. D'où la question, comment se fait-il que des penseurs qui ont travaillé à partir du langage, à partir de la question du pouvoir, ont quelque chose à nous dire de central sur la question d'aujourd'hui, qui est plutôt la question de la vie. Et la première chose qu'ils nous en apprennent, justement, c'est quelque chose d'essentiel qui risque d'être oublié aujourd'hui,
c'est justement que la vie n'est pas une chose, la vie n'est pas une essence, la vie n'est pas un fait objectif direct. Le premier rapport de ces trois auteurs, c'est de nous obliger à dépasser une idée trop simple de la vie, comme si c'était un fait ou une essence donnée à l'avance. Ils nous rappellent que la vie n'est pas donnée directement, mais peut-être à travers des pratiques de pouvoir, c'est la thèse de Foucault, à travers l'expérience du langage, ce sera la thèse de Derrida, et à travers aussi, c'est peut-être le plus surprenant, mais pas le moins important, à travers une différence avec elle-même. La vie comme production de différence qu'on ne peut jamais saisir comme une chose, mais toujours comme un mouvement et comme une différence avec soi-même. En tout cas, ce n'est pas un hasard si la question de la vie est la dernière question posée par ces philosophes de leur vivant. Le dernier article publié par Foucault, qui est un hommage à son maître Canguilhem, s'intitule « La vie, l'expérience, la science ». Le dernier article publié par Deleuze s'intitule « L'immanence, une vie, de suspension ». Et enfin, le dernier livre Entretien publié par Derrida s'intitule « Apprendre à vivre enfin ». Mais ce n'est pas par hasard et ce n'est pas non plus par une forme de destin. On pourrait dire aussi ce sont comme tout philosophe, il rencontre la question de la vie juste avant de mourir. C'est l'obligation philosophique professionnelle en quelque sorte. Un philosophe doit réfléchir sur la vie et particulièrement sur la... Bon. Non, ce n'est pas seulement ça. Au fond, on peut dire que la question de la vie a été pour ces trois philosophes la question centrale de leur pensée. C'est la troisième remarque que je voudrais souligner en introduction. C'est que non seulement on peut éclairer le problème de la vie aujourd'hui par ces philosophes, mais l'éclairage marche aussi en sens inverse. C'est la question de la vie aujourd'hui qui permet de comprendre enfin la question de la vie dans leur pensée, comme un éclairage en retour, comme si c'est seulement aujourd'hui qu'on pouvait s'apercevoir de l'importance de la vie dans leur pensée, question qui a été masquée par les questions des années 60, masquée par le langage, par le pouvoir, par la différence. Ce sont tous des philosophes de la différence. Et donc, d'une certaine manière, il s'agit à la fois de comprendre le présent à travers Deleuze, Foucault, Derrida, mais aussi de comprendre quelque chose de Deleuze, Foucault, Derrida à travers le problème du présent, qui est la question de la vie. Chez Foucault, nous le verrons, ce n'est pas le rapport entre vie et pouvoir qui définit la vie. C'est un double rapport de la vie au pouvoir. La vie comme objet de pouvoir, ce que Foucault appelle le biopolitique, nous allons y revenir, mais aussi la vie comme résistance au pouvoir. Et nous verrons pourquoi, chez Foucault, la tension fondamentale, elle est entre pouvoir et résistance, et la vie est des deux côtés. Chez Derrida, ce n'est pas seulement le rapport de la vie et du langage qui est central. C'est plutôt une double différence, qui est une différence créative, la vie dépasse le langage toujours, et aussi une différence qui prend le sens d'une perte. Le langage laisse toujours la vie derrière elle, la vie disparaît constamment. C'est pourquoi nous le verrons, chez Derrida, la différence originaire, c'est la différence entre la survie, comme continuation, et la perte ou le deuil, comme disparition, qui est fondamentale. C'est cette dualité-là qui est fondamentale. Finalement, entre deuil et survie. Voilà pourquoi le mot de deuil, un peu bizarrement, était présent dans le titre de mon exposé. Et enfin, chez Deleuze, nous verrons quelle différence est présente au sein de la vie, non pas seulement la différence en général, mais comme nous le verrons, la différence entre destruction et création. Destruction et création de nos vies d'ailleurs, de nos vies individuelles.
A questão da vida segundo Foucault. Je commence par Michel Foucault, à propos duquel donc je voudrais parcourir 2 étapes sur notre problème, 2 étapes qui sont toutes les 2 radicales et qu'on pourrait symboliser par 2 dates, les dates de 2 de ses livres. O primeiro livro é O Nascimento da Clínica, publicado em 1963. O segundo, de 1976, é o primeiro volume do que Foucault chamou História da Sexualidade e se intitula A Vontade de Saber. Os títulos Clínica e Sexualidade já denotam o tema da vida. O Nascimento da Clínica, a vida como objeto de poder. Que se passe-t-il d'abord dans la naissance de la clinique? Donc nous sommes en 1963. Dans la naissance de la clinique, Foucault étudie la façon dont le regard médical a changé au début du XIXe siècle, dont est née, si l'on veut, la médecine moderne. La médecine moderne. Or, la thèse de Michel Foucault, c'est d'une certaine façon que la médecine moderne n'a pas été seulement un changement de regard sur la vie, c'est que c'est la première médecine qui a pris la vie comme objet. C'est la première médecine qui a pris le vivant de manière objective comme objet, dit Foucault. Plus exactement, c'est le premier type de savoir qui a traité la vie comme un objet, qui n'a pas traité la vie comme un principe métaphysique, qui ne l'a pas non plus traité comme une essence de l'homme, mais qui l'a vraiment traité comme un objet, en cherchant les mécanismes, en la disposant sur la table de la dissection, en faisant un objet de savoir et aussi de pouvoir. A construção científica da vida. Jusqu'ici, on cherchait l'âme dans le corps. Jusque-là, on cherchait autre chose qu'un simple mécanisme à l'œuvre dans un organisme. La médecine moderne a construit la vie pour la première fois comme un objet. Cela va si loin que pour Foucault, au fond, et c'est là le grand renversement, peut-être le plus profond de tout ce qu'il opère dans ce livre, pour Foucault, la clinique moderne a construit la vie en la disposant sur la table de la médecine, sous le signe du corps inanimé que l'on analyse, du cadavre que l'on analyse, de telle sorte que finalement, la médecine a construit l'objet qu'est la vie à partir de son contraire, à partir de la mort. À partir de la mort. La première phrase de la naissance de la clinique est la suivante. Il est question dans ce livre de l'espace, du langage et de la mort. De l'espace, du langage et de la mort. Foucault explique aussi que c'est à la lumière de la mort que l'on peut entrer dans l'obscurité de la vie. C'est sous la lumière que nous donne le cadavre, que l'on peut étudier scientifiquement, que l'on peut enfin sortir du mystère, de l'obscurité du corps vivant. L'expérience de la vie est obscure, mais le savoir du cadavre est clair. Foucault se opõe assim a seu mestre Georges Canguilhem, que era médico, para quem a medicina vem da vida como experiência subjetiva. E para Foucault, assim que a vida se torna um objeto de ciência, ao mesmo tempo ela perde sua essência. A vida é, antes de tudo, um objeto de poder. A vontade de saber. A vida como résistência ao poder. Que se passe-t-il alors en 1976, avec le deuxième livre sur lequel je voudrais insister? La volonté de savoir. En apparence, Foucault va prolonger la même thèse, mais cette fois-ci à propos de la sexualité.
Ce livre vient après mai 68, où on a cru qu'il s'agissait de libérer la sexualité. Le sens de la modernité, c'était de libérer la sexualité du pouvoir. Or, le but de Foucault, c'est de montrer que la modernité, y compris à Paris en mai 68, l'image de mai 68, la modernité n'a pas consisté à libérer la sexualité du pouvoir, mais à passer d'un pouvoir à un autre. La sexualité a quitté le pouvoir religieux pour entrer dans le pouvoir médical. Elle est devenue l'objet de la médecine. C'est l'ironie de Foucault. L'ironie très forte, si vous ouvrez ce livre, au début, c'est très drôle parce qu'il parle aux prétendus libérateurs du sexe en 68 et il leur dit « Vous vous trompez, vous n'avez pas libéré, le sexe est passé d'un pouvoir à un autre et non pas d'un pouvoir à la liberté. » A grande descoberta desse livro não é a ideia da sexualidade como objeto de poder. É uma noção mais ampla do objeto do poder. A do biopoder, da biopolítica. Qu'est-ce que c'est que cette idée? C'est cette idée que le pouvoir moderne n'est pas seulement un pouvoir qui prend la vie comme un objet parmi d'autres, mais c'est le pouvoir qui a la vie comme objet par excellence. La vie serait devenue l'objet général du pouvoir. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais Foucault l'analyse à propos de l'économie, qui est devenue une économie de production, qui utilise le corps pour produire des objets pour la vie, pour nourrir des populations et non pas pour les dominer symboliquement. Foucault explique qu'on est passé du pouvoir souverain, dont l'objet était le pouvoir symbolique, transcendant du roi ou de Dieu, au pouvoir économique, économico-politique, de production de richesses, de manipulation des corps. Il y a donc une généralisation de la thèse. La vie n'est pas seulement un objet de pouvoir, c'est l'objet du pouvoir. Et on a l'impression que c'en est fini en quelque sorte. Nous sommes aujourd'hui dans le biopouvoir. Et vous verrez aujourd'hui partout dans le monde beaucoup de Foucaldiens comme ça qui analysent tout en termes de biopolitique, y compris déjà Foucault l'avait fait, les camps de concentration, le racisme au XXe siècle. Mais la leçon, on pourrait croire donc que la vie est seulement un objet de pouvoir. Mais la grande leçon de ce dernier Foucault, c'est qu'au moment où la vie devient un objet de pouvoir, elle devient aussi une résistance au pouvoir. A vida não é apenas objeto de poder. Ela é também uma resistência ao poder. Mais je vais citer Deleuze, dont un des derniers livres est consacré à son ami Michel Foucault. Un livre qui s'appelle Foucault. Et dans le dernier article de ce livre, publié en 1986, 3 ans après la mort de Foucault, Deleuze écrit, je cite, « La vie devient résistance au pouvoir quand le pouvoir prend pour objet la vie. » La vie devient résistance au pouvoir quand le pouvoir prend pour objet la vie. Les deux opérations appartiennent au même horizon. Quand le pouvoir devient biopouvoir, la résistance devient pouvoir de la vie, pouvoir vital. Et je ne cite pas la fin pour aller plus vite, mais ici on voit que Deleuze a compris très profondément Foucault. Il n'y a pas une sorte de domination unilatérale de la vie par le pouvoir, mais plutôt une tension interne qui fait que la vie est à la fois objet et sujet, prise dans des pratiques et résistance à ces pratiques. Telle est la polarité interne. Premier résultat, la vie n'est pas seulement objet, mais résistance. Ici, je note un point, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que Foucault oublie. Et ce quelque chose, c'est notre problème aujourd'hui. Mais j'essaierai d'indiquer en conclusion ce qu'il faut ajouter à Foucault aujourd'hui. Pourquoi résistance et pouvoir, même si c'est déjà très précis, très fort, cela ne nous suffit pas. Nous apprenons avec Foucault que la vie n'est pas un objet donné, mais c'est un objet construit. Donc, à partir de ce moment-là, on pourrait aborder éventuellement la question de l'euthanasie ou même la question de l'écologie.
Comment penser aujourd'hui, de nos jours, est-ce que c'est un droit, c'est pas un droit de se donner la mort? Ce qui est sûr, c'est que Foucault, par exemple, ne vous donnera pas une réponse simple à la question de l'euthanasie, par exemple. Mais il va éviter certaines manières de poser des réponses simples, certaines fausses manières d'arriver à des réponses simples. Et par exemple, toutes les manières qui prendront la vie comme une essence. La question est d'arriver aussi à des interdits. Il faudra, de toute façon, personne n'est pour certaines pratiques qui conduisent à la mort, mais simplement marquer la limite entre des autorisations et des interdictions. Mais ce que Foucault, Deleuze ou Derrida, d'ailleurs les trois sur cette question-là, vont nous permettre de faire, c'est de déplacer le problème. Ce qui compte, ce sont ces relations entre les vivants humains, avec leurs limites, qui deviennent parfois des crimes, en effet, plutôt qu'une essence de la vie qui permettrait, on ne sait pas pourquoi, de tout tuer, ou qui interdirait, au nom d'une métaphysique. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le problème d'une démocratie, c'est d'être pluraliste. Il y a plusieurs métaphysiques dans une même société, des gens qui défendent plusieurs métaphysiques, comme ils défendent plusieurs religions, par exemple. Et donc, aucun État ne peut, interdire ou autoriser telle ou telle chose au nom d'une seule métaphysique sans faire violence aux autres, en fait. Et donc là aussi, on arrive à l'idée que ça n'est pas au nom d'une essence métaphysique de la vie, mais au nom des relations sociales et vitales entre les hommes, qu'il faut marquer des limites communes. La leçon de tout ça, c'est que le problème politique de l'euthanasie n'est pas comparable au problème métaphysique. Et que le problème, c'est justement d'arriver à trouver, sans solution métaphysique a priori, un terrain commun. Et on peut avoir une idée métaphysique du problème. Ça n'exclut pas le fait que ça peut aussi... Bon. Mais ça n'est pas la même chose du point de vue politique. A questão da vida segundo Deleuze. Il semble évident que Deleuze est un philosophe de la vie. Mais là aussi, il faut compliquer cette évidence, et je vais aller très vite, en citant là aussi 2 dates ou 2 livres. Et vous verrez qu'à chaque fois, ce sont les 2 extrêmes de ce moment des années 60. O primeiro livro é talvez o mais importante livro de Deleuze, Diferença e Repetição, publicado em 1968. O segundo, O que é a Filosofia, publicado em 1991, coassinado com Félix Guattari, é quase inteiramente escrito por Deleuze. Em Deleuze, a questão da vida é abordada de maneiras diferentes. Diferença e repetição, a vida como destruição. Deleuze est un philosophe de la vie, au sens le plus général du terme. C'est-à-dire que pour lui, comme pour Bergson, comme pour Nietzsche, comme pour Spinoza, le fond du réel est un mouvement comparable à la vie de production de l'être. Mais ce mouvement de production, le conatus de Spinoza, la volonté de puissance de Nietzsche, l'élan vital de Bergson, ce mouvement de production, il est tellement radical chez lui qu'il ne donne aucun objet singulier, aucune vie singulière, on ne peut jamais le figer dans ce qu'il appelle une forme. Il est pure différence. C'est une multiplicité informelle et potentielle, dit-il, dans différence et répétition. À tel point que, au fond, Deleuze pense une vie qu'il appelle germinative, une germination qui ne s'arrête jamais dans des corps individuels, qui est, dit-il, non organique, et même anti-organique. Cette hypothèse atteindra son sommet dans le livre écrit au début des années 70 avec Félix Guattari, qui était psychiatre,
livre qui s'intitule L'Anti-Oedipe, où ils inventent, entre autres choses, c'est un livre d'invention philosophique extrême, bon, très problématique, ils inventent l'idée d'un corps sans organes. Para Deleuze, a vida é uma força que nos ultrapassa de uma maneira totalmente anônima e impessoal. E os corpos individuais, assim como a nossa subjetividade, são arranjos provisórios. Daí sua crítica à psicanálise, que, segundo ele, enrijece o eu individual. Une des phrases les plus célèbres de Deleuze, ou plutôt citée par Deleuze, se trouve dans le livre parallèle à Différence et Répétition, livre intitulé La logique du sens, et qui est une citation de l'écrivain américain Fitzgerald, phrase très célèbre. Toute vie est bien entendu un processus de démolition. Toute vie est bien entendu un processus de démolition. Nous construisons notre vie, mais la force de sorte de devenir infini de la vie en général nous emporte. O que é a filosofia? A vida como criação. Or, là aussi, que se produit-il dans Qu'est-ce que la philosophie? Donc, là, on est 13 ans plus tard. 23 ans plus tard. Dans Qu'est-ce que la philosophie? Deleuze ne revient pas sur ce processus de création-destruction de la vie en général. Mais il lui ajoute l'idée que face à ce chaos qu'est la vie, cette force qui nous dépasse en quelque sorte, nous pouvons opposer aussi quelque chose qui est une création individuelle. Cette création, ce n'est pas, et ça pose un problème, ce n'est pas nous-mêmes comme sujet, notre corps ou notre histoire individuelle. Cela, Deleuze le garde de manière très critique. Deleuze reste un critique radical de l'individu, du moi, du sujet. Bon. On pourra y revenir là aussi dans la conclusion. Mais il y a quand même quelque chose qui s'oppose à la pure destruction de la vie, et ce sont, au fond, les grandes créations esthétiques, scientifiques, philosophiques de l'espèce humaine comme telle. C'est là qu'on retrouve notre cerveau. Nous résistons aux puissances de la vie en inventant des formes objectives qui, justement, lui donnent une forme. Et selon Deleuze, c'est ce que font les grands philosophes en créant des concepts, les grands artistes en créant des sensations qui font bloc, des blocs de sensations, comme un grand peintre crée une couleur, ou comme un cinéaste, il a écrit des livres sur le cinéma, crée des signes bien particuliers. O pintor sobre o qual Deleuze escreveu é Francis Bacon. E por que justamente sobre ele? Bacon é pintor da deformação do corpo, mas que inverte essa deformação por meio de processo de construção vital, fazendo disso uma arte. Je crois réellement que la polarité fondamentale de la pensée de Deleuze sur la vie, c'est la polarité de la destruction et de la création. Deleuze est un penseur aussi radical que les autres. On entend souvent aujourd'hui une sorte de... Voilà, Deleuze, ce serait une sorte d'empiriste un peu extrême, mais bon. Mais non, mais Deleuze, c'est vraiment cette idée qu'il y a une sorte de grande immanence de la vie en général, à laquelle nous ne pouvons pas opposer notre petit corps organique, notre petite subjectivité, mais seulement les grandes créations. Des grands créateurs qui d'ailleurs au fond, ont résisté au chaos au prix de leur vie, comme Nietzsche est devenu fou, ou comme il y a toujours chez les grands écrivains une fêlure, une sorte de ligne de fuite, dit Deleuze aussi. Bon. Là aussi, nous verrons que le problème est fondamental, mais qu'il faut peut-être y ajouter quelque chose. Et je dirais, au fond, là aussi, on a besoin de Deleuze aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que, au fond, quand Deleuze critique la biologie, qui s'arrête à des formes, en oubliant la force, quand Deleuze critique la psychanalyse, en montrant qu'il y a là aussi une force qui est celle du désir, qui traverse les histoires individuelles, il nous permet de dépasser certains risques de la pensée d'aujourd'hui, qui est pensée pour qui le vivant, ce sont des choses toutes faciles, ou bien la subjectivité est donnée. A questão da vida segundo Derrida.
Enfin, très rapidement, j'en viens à Derrida. C'est peut-être le plus surprenant de tous, car, au fond, beaucoup de gens ont distingué deux Derrida, un premier Derrida et un dernier Derrida. Et le premier Derrida, ce serait celui d'une déconstruction radicale, c'est d'ailleurs son concept fondamental, au fond, déconstruction de tout, hein, y compris de la vie. Et le dernier Derrida aurait bizarrement retrouvé la question de la vie. Apprendre à vivre enfin, son dernier livre, et puis une notion comme celle de survie, dont Derrida a dit à la fin, comme ça, qu'elle était indéconstructible, qu'on ne pouvait pas la déconstruire. Comme toujours, les disciples, ils vont aller expliquer à Derrida qu'il se trompe. Mais en fait, évidemment, la vie a toujours été indéconstructible chez Derrida. Et au fond, la leçon de la déconstruction, ça a toujours aussi été déjà la vie. Évidemment, la vie pas comme un objet qu'on pourrait saisir, mais plutôt la vie comme justement le mouvement infini du langage, de la signification, qu'on ne peut jamais arrêter, qui est une pure différence. Là aussi, je citerai deux textes, donc de deux dates. Le premier texte, il date de 1967. En 1967, Derrida publie 3 livres. Un qui s'appelle « La voix et le phénomène », un autre qui s'appelle « De la grammatologie », et le troisième, dont je vais citer le début, qui s'intitule « L'écriture et la différence ». A escritura e a diferença. Vida e desconstrução. A grande tese dessa obra está no primeiro texto e se chama Força e Significação. Nele, Derrida aponta que o erro do estruturalismo não é o fato de acreditar que o sentido é uma estrutura, mas sim de crer que a estrutura é uma coisa. Para Derrida, a estrutura é uma relação, um movimento constante entre as diferenças. E esse movimento já é vida, mas não como algo nato, pois é justamente o resultado de um movimento que vai de um sentido a outro. E como movimento, o fato de falar significa sempre procurar um novo sentido e esquecer o sentido precedente. O sentido nunca se encontra numa palavra, numa frase. Ele está sempre além e aquém. Ele está sempre por vir para, em seguida, desaparecer. Aprender a viver, enfim, a vida como sobrevivência. Ce qui se produit à la fin de sa vie, dans le dernier Derrida en effet, et notamment dans le texte publié 1 an avant sa mort, intitulé « Apprendre à vivre enfin », c'est que, au fond, Derrida, au lieu d'appliquer les catégories de la vie et de la mort, de la vie et du deuil au langage, va maintenant les appliquer à la vie elle-même, à la vie concrète des individus et aussi à la vie collective de l'humanité. C'est la vie qui est originairement survie. Vivre, ça n'est pas être, vivre, c'est continuer à être. Et c'est la vie aussi qui est elle-même originairement une perte. Vivre, c'est toujours perdre le passé, mais aussi d'ailleurs les autres vivants, etc. La vie, c'est la coexistence de la continuation et de la disparition, de l'avenir et du passé, de la naissance et de la mort. La vie, ça n'est rien d'autre que cette polarité. La vie, ça n'existe pas. La vie est originairement, dit-il, deuil et survie. A força do último texto de Derrida é de falar da própria vida e da vida coletiva da humanidade. Segundo ele, a humanidade deve procurar sobreviver e também suportar o luto coletivo e as injustiças. Et je conclurai donc en deux temps. D'abord, que nous ont apporté ces 3 auteurs, ces 3 parcours? Et ensuite, que faut-il leur ajouter pour vraiment comprendre le problème qui est le nôtre aujourd'hui? 3 filósofos, 3 lições sobre a vida.
On comprend maintenant ce qu'ils nous ont apporté. C'est d'abord que la vie n'est pas seulement un objet nouveau qui apparaît aujourd'hui et qu'il faudrait préserver. Cette vulnérabilité générale, c'est par exemple de l'espèce, des corps vivants, de la planète elle-même. La vie est construite par nos pratiques, et nous ne découvrons pas aujourd'hui la vie à préserver, mais nous l'avons créée comme devant être préservée par nous. C'est une construction. Elle est un objet de pouvoir et elle est aussi une manière de résister à notre propre pouvoir. C'est la vie qui en nous résiste à la manière dont nous-mêmes nous la dominons. C'est la leçon, si l'on veut, de Foucault. De même, être un vivant, ça n'est pas seulement être un cerveau individuel ou avoir sa vie à soi. Être un vivant, c'est être traversé par des forces et c'est aussi créer, disons, des nouvelles significations de vie, y compris par les corps, y compris dans les corps. C'est, si l'on veut, la leçon de Deleuze. Enfin, la vie n'est pas seulement une rencontre, disons, c'est pas de chance, une rencontre avec la mort, comme ça, dont il faudrait être triste ou qu'il faudrait oublier, ou même chercher à avoir une vie immortelle. Ce que nous apprend Derrida, c'est que la vie est constitutivement relation avec la mort. La vie est constitutivement une tension interne entre la perte et la continuation. Vivemos dois riscos hoje: esquecer a morte e supervalorizar a vida e buscar o modelo do super-homem, ou esquecer a vida e ser obcecado pela morte. Isso ajuda a explicar a volta de certos fanatismos. Derrida foi dos poucos a achar equilíbrio entre as noções de vida e de morte. O que se pode acrescentar a Foucault? Donc ce sont les trois apports fondamentaux de Foucault, Deleuze et Derrida. Mais il faut leur ajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut, à mon avis, ajouter aussi au problème de Foucault? C'est qu'il n'y a pas seulement le pouvoir et la résistance. Il y a aussi, comme le montrait justement son maître Canguilhem, dans le rapport au corps, il y a aussi une dimension d'un pouvoir, au fond, positif, de soutien mutuel, ce que j'appellerais justement le soin, le retour aussi à cette fonction de la médecine, qui n'est pas seulement de dominer le cadavre, mais qui est aussi de soutenir le corps vivant. Donc il faudrait, sans oublier qu'il y a du pouvoir dans la médecine, et que le malade résiste aussi à ce pouvoir, il faut aussi retrouver la dimension du soin dans le rapport au corps vivant. O que se pode acrescentar a Deleuze? Ce qu'il faudrait aussi retrouver par-delà Deleuze, c'est quand même la dimension de la subjectivité individuelle. Deleuze est allé très loin dans la critique de l'individuation subjective, du fait d'être un tel ou une telle. Il n'y a pas le choix finalement entre être un chaos ou être un grand créateur. Or, nous sommes aussi des subjectivités individuelles, fragiles, mais c'est très important de les maintenir. Et donc il faudrait aussi, je crois, dépasser la critique deleuzienne de la psychanalyse, qui à mon avis va trop loin dans la critique des subjectivités comme telles. O que se pode acrescentar a Derrida? Enfin, ce qu'il faudrait ajouter à Derrida, c'est peut-être simplement ce que j'appellerais la dimension relationnelle de la vie. C'est que le deuil, c'est jamais seulement le deuil en général ou même un deuil individuel. Le deuil, c'est l'effet de la mort de quelqu'un sur la vie d'un autre. Le deuil est constitutivement relationnel. On fait d'abord le deuil d'un autre. Et donc, il faut ajouter cette dimension relationnelle de la vie, même si Derrida lui-même l'a bien pensé. Et il a réuni aussi dans un beau livre le recueil de ses éloges funèbres, enfin des conférences, des discours qu'il a faits devant la mort de ses amis. Puisqu'il leur a survécu, à beaucoup en tout cas.
Et je conclurai d'ailleurs en complétant Derrida et les trois auteurs que j'ai évoqués par deux auteurs dont je n'ai pas parlé, mais dont nous sommes parvenus récemment, dans les 3 dernières années, dans les 4 dernières années, de chacun un texte posthume. Et même un texte posthume sur le deuil. Ce sont 2 textes très importants, l'un de Paul Ricoeur et l'autre de Roland Barthes. Em 2007, pouco depois da morte de Paul Ricoeur, foi publicado Vivendo até Morrer, cujo tema é o luto, o que revela que a vida também foi problema central para Ricoeur. Em 2009, foi publicado o texto de Roland Barthes, Diário do Luto, iniciado em 1977 após a morte de sua mãe. Também em 77, ele acabara de publicar Fragmentos de discurso amoroso, e o discurso de amor se transformou em discurso de luto, sem deixar, contudo, de ser discurso de amor. Il y a pour moi, je n'ai pas eu le temps encore de le montrer suffisamment, mais c'est quelque chose de très important, je crois. Il y a quelque chose de très significatif dans ces 2 textes posthumes sur le deuil qui nous parviennent de ce moment des années 60, comme des messages peuvent nous parvenir de la Lune après un certain temps comme ça. Alors que les étoiles sont déjà éteintes, nous en percevons la lumière, et bien de même, tous ces auteurs ont au fond disparu, mais nous percevons, il y a encore des textes qui nous arrivent. La question qui nous est transmise, c'est plutôt la question de la relation entre la vie et la mort, mais d'une façon très fondamentale, qu'il faut renouveler aujourd'hui. Il ne s'agit pas de les répéter, mais qu'ils nous interdisent de penser comme étant une évidence simple. Donc je crois que les 2 choses qu'ils nous transmettent, c'est, au fond, ne prenez pas la vie comme un objet simple, c'est quelque chose de compliqué, qui suppose une analyse critique du langage, du pouvoir, de la structure, de la différence, mais en même temps, à nous de reprendre aujourd'hui la question de la vie comme la question fondamentale, cette question qui nous vient même par-delà la mort à travers les textes et l'expérience du deuil.